Ce soir dans Riff Jack, je reçois Empreinte, groupe metalcore amiénois qui a choisi de laisser sa marque avec ses sonorités contradictoires, tantôt brutales, tantôt aériennes. Un nouvel EP déjà marquant, des concerts énergiques et une ambition claire, contribuer à faire rayonner le métal français au-delà de nos frontières. Bienvenue, Empreinte, c'est une trace sonore qu'on n'efface pas. Bienvenue à Yanis, Thibaut et Maud dans Riff Jack. Riff Jack avec JF. Et on commence par la traditionnelle présentation d'une partie des membres du groupe Empreinte. Sont présents autour de la table Yanis Boinard. Bonjour. Thibaut à la guitare. Salut. Et Maud qui est présidente des studios Carillon de Compiègne et qui est chargée de l'accompagnement du groupe Empreinte. Bienvenue dans Riff Jack. Et on embrasse aussi les autres membres du groupe, Nathan à la guitare et Félix à la batterie qui n'étaient pas dispo ce soir. Alors, vous avez une approche déjà très structurée, un label, un encadrement par le biais de la structure Carillon, ici présente, et c'est assez rare pour un groupe émergent. C'est quoi précisément les ambitions du groupe ? Qui va. Allez, dans la gueule du loup. Les ambitions du groupe, déjà, merci de nous accueillir, déjà, dans un premier temps. Mais bienvenue à vous, bienvenue, c'est un plaisir. Et voilà, c'est super cool. Et du coup, les ambitions du projet, bien tout simplement, nous déjà, ça fait un bon petit moment, un bon petit paquet d'années qu'on fait de la musique. L'ambition, c'est bien entendu de tout donner et de faire ça en tant que professionnel, à plein temps. Bien sûr, c'est un idéal, et on sait que c'est dur. Et vous y êtes pas encore là, sur le plein temps Sur le plein temps, ça dépend. Sur le plein temps, on y est. Sur l'exportation de notre musique, moins, mais c'est en cours, c'est en cours de Comment travail. vous y travaillez ça, justement, sur l'exportation ? Très bonne question. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la majorité de ce sujet, c'est les réseaux. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est d'essayer d'être le plus présent possible, que ce soit sur des dates, sur les réseaux ou à tous les événements, pour que les gens soient intéressés tout simplement et jettent une oreille sur un des morceaux, etc. Et en général, ça se fait comme ça. Et tout ça, c'est du bricolage interne, c'est maison, c'est fait maison. C'est fait maison, Ouais. c'est fait maison. On essaye de plus être dans le bricolage et d'être dans un truc un peu plus structuré, parce que le bricolage, bon... C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs. voilà, mais ouais, c'est fait maison actuellement et ça se passe très bien comme ça. Et après, il y a toujours des axes d'amélioration sur tous les sujets, notamment celui-là. Mais ouais, actuellement, on fait tout nous-mêmes à ce niveau-là. Alors racontez-moi un petit peu vos débuts respectifs dans la musique et votre rencontre qui donnera naissance à votre groupe Empreinte. Qu'est-ce qui vous a réunis d'abord autour du metalcore ? Alors, c'est marrant parce que nos débuts respectifs sont en fait carrément similaires, parce qu'en fait, on a commencé à faire de la musique ensemble, Yanis et moi. Ouais. Et donc ça a commencé par vous deux ? Ça a commencé par nous deux. Moi, j'ai de la chance alors que je vais te faire l'histoire, la long story short, comme on dit, c'est-à-dire je vais essayer d'abréger, mais c'est quand même une longue histoire. Il y a 10 ans, moi j'étais au lycée. Et je cherchais, j'avais monté un groupe avec une camarade de classe, et j'ai dit camarade de classe. Et elle était au chant, j'étais à la guitare, et je me suis dit tiens, ce serait cool d'avoir un deuxième guitariste. Et j'ai vraiment fait un post Facebook, cherche deuxième guitariste pour projet sérieux. Et en fait Yanis a fait souligné 2 fois, voilà, en gras, rouge. Et Yanis a répondu avec un commentaire, je suis chaud. Juste ça. Ouais, voilà, et de là, on a commencé à parler. Ça suffisait. On se connaissait déjà de vue parce que on a grandi. Croisé en soirée. Je t'ai croisé en soirée. Ouais, puis on a fréquenté les mêmes écoles, etc. Donc voilà. Ouais. Et puis après, c'est parti. On a eu notre premier groupe comme ça. Ouais, ça c'était pas Empreinte, c'était le premier projet qu'on a eu ensemble. Il s'appelait comment ? Il s'appelait From a Broken Stereo. Exactement. Et ouais, on s'est rencontrés comme ça. On a continué de faire du son. Fabs, l'anagramme, s'est arrêté. Parce que les membres partaient dans autre chose complètement, et moi j'ai dit à Thibaut, on était un peu triste que ça s'arrête, et j'ai dit à Thibaut viens, on refait un truc. Continue, quoi, ouais. Et il a dit let's go, et puis on a retrouvé d'autres potes pour continuer de créer un peu ce truc là. Et là sont arrivés justement Félix et Nathan. Alors Nathan en premier. Ouais. Nathan qui a été aussi à la genèse du projet. Vraiment. Ouais, il est arrivé 6 mois après la création du projet. Félix est arrivé récemment, ça fait déjà 3 ans. Oui. 3 ou 4. Ouais, c'est quand même encore récent. Et donc avant ça, on avait un autre batteur qui aujourd'hui est en Angleterre. Mais ouais, ça s'est fait comme ça, un peu naturellement. Ok. Ça a été quoi alors vos premiers pas ensemble ? Parce que des souvenirs marquants en fait de vos rencontres ?
On répétait dans un collège. Ouais. Ah ouais, oh là là. Les premiers, en fait, on n'avait pas beaucoup de moyens. Enfin, on avait zéro moyen à l'époque. Et rien, vraiment rien. Mais rassure-moi, vous n'étiez plus au collège. Moi, j'étais pion dans ce même collège. T'étais pion. Ouais. Ouais, bah, Et, ça- Moi j'étais au lycée. Ouais, lui, il était au lycée. Et je revenais dans mon ancien collège que j'avais quitté il y a 2 ans pour répéter le soir dans la salle de cours de C'est musique. ça. Et Vous empruntiez le matos du. non, du collège, on avait Un petit peu les sonos juste pour se Ouais, on brancher prenait la sono, les sur la micros, voix. Et on allait dans la salle de musique et puis en fait on faisait du son tard de 20h à minuit, un truc comme ça au début. Ouais. C'était un peu roots. C'était un peu roots, il n'y avait Mhm. pas de numérique, il n'y avait pas de table de mixage, il y avait juste un batteur qui jouait comme un bourrin. Dédicace à Antoine. Et puis nous avec nos petits amplis combo un peu éclatés. Puis on sait parfois à faire aussi le rock. les salles, alors je sais pas à quoi ressemblait le collège, mais on sait que parfois les salles dans lesquelles on se trouve au niveau sonorité, c'est pas Ah, c'est forcément. flingué. Ah mais c'était Flingué, zéro, c'est-à-dire que vraiment t'avais 3 murs et une baie vitrée en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas un Donc truc, c'est pas du tout optimal pour faire du son. C'est la baie vitrée qui Ouais, rend mais certainement c'est- le meilleur son. Quoi. C'est ça. Ouais, non mais on avait un grain particulier dans cette salle, ça faisait vraiment roots. Et ouais, non, voilà, on a commencé comme ça, et puis après on a bifurqué vers Empreinte. Fabs, c'était un peu une expérience dans le sens où en fait on n'est pas si loin que ça avec Empreinte. Bah, j'ai l'impression qu'Empreinte c'est devenu la suite logique Ouais, voilà, de, c'est ce ça, qui en fait. était, de ce qu'était Fabs, mais que Fabs c'était le cahier de brouillon quoi. Ouais, alors Et encore après avec Empreinte on a fait des trucs vachement on va dire brouillon aussi où sur les Ouais, bah, il faut bien- tout il faut premiers remettre morceaux. en- En fait, faut voilà. bien commencer par quelque En fait, chose, tu te donc, cherches au début Ouais, d'un oui. processus de création comme ça, et peut-être que le projet, avec du recul aujourd'hui, quand on a commencé, on était dans une DA absolument différente de ce qu'on fait actuellement. C'était beaucoup plus pop, je crois. On peut Ouais, dire pop. il y avait On avait avait des plus influences d'influence. moins métal, ça c'est Ouais, sûr. voilà. Mm. Et mais en fait, c'est un projet, c'est un peu comme tout, ça vient au fur et à mesure, ça vient naturellement. Oh, viens, on fait ça, et puis ça fait l'identité qu'on a aujourd'hui, qui est un peu plus énervée qu'au début. Et quel moment clé depuis la naissance du groupe vous ont fait réaliser que le projet passait un cap, que vous êtes dit bon bah là ok, on tient quelque chose. Alors, je pense que moi j'aime bien dire que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on a passé 2 caps un peu distincts. Le premier, c'est qu'on a commencé vraiment l'année dernière à booker énormément de trucs en autopromotion. Donc, on est allé voir, on a essayé vraiment de commencer à réseauter nous-mêmes. Et on a senti que le projet sortait un peu du garage. J'aime pas cette expression, mais vous avez compris. On sortait un peu de là. Et après, surtout, il y a eu la rencontre après avec Studio Carillon qui maintenant nous accompagne et qui a aidé à structurer le projet sur Maud est arrivé. plein de points. Exactement. Je suis arrivée. Je tiens juste à préciser aussi pour lui faire un petit big up que je suis pas seule dans l'aventure Carillon. Il y a monsieur PE qui travaille avec nous, qui est mon associé. Et juste pour dire comment on a rencontré ces zigotos-là. En fait, on organisait des sessions live tournées au studio, donc à Compiègne, et on les a contactés pour venir faire une session. Et j'ai tendance à dire que dès qu'ils ont passé la porte, c'était le crush et j'ai dit tout de suite à PE, on les laisse pas partir avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. Intervention, tu nous avais pas vu avant la taverne ? En fait, on était Si, venus en vous concert. voir à la taverne électrique, mais c'était timide, quoi. Voilà, on commençait tout juste à se parler et ils sont venus chez nous. Ils ont enregistré une session live sur Ice Cold Knives qu'on va écouter d'ailleurs là pendant l'émission. Et ouais, crush absolu. Ces gars, on les laisse pas filer, c'est juste pas possible. Du coup, vous êtes On voyait le incrustés dans les potentiel. murs. Incrustés dans les murs. Exactement. Il y a même un poster d'eux au studio, donc pour dire. Yes. Dans vos débuts, ça a été quoi le plus gros défi ? Trouver votre son, trouver des dates, trouver un public. Oh là là. Les trois. En fait, il y a pas trois, mon de. capitaine. Ouais, mais le son, bizarrement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Ça a été vite. le son, c'est le truc. Alors, je pense qu'en fait, on est dans la recherche constante, surtout en ce moment où on essaie de faire des trucs différents, mais c'est le truc le plus évident, on va dire, même si c'est pas facile. C'est le truc le plus évident. Et se constituer une fanbase. Enfin, c'est fouillé quand même, ce que Ouais. vous sortez aujourd'hui. Il y a du travail quand même. Merci. C'est gentil, merci. Mais oui, du coup, après, se faire une fanbase, c'est extrêmement compliqué. Et on a encore beaucoup de mal. On a conscience de ça et on travaille sur ça tous les jours.
Vous vous souvenez du tout premier morceau que vous avez composé ensemble, ce que ça a provoqué chez vous, l'émotion? Separate Ways. Pour Empreinte, oui, c'est Separate Ways. Ouais. Et en gros, on venait. Ça revient à l'histoire de tout à l'heure où je disais que le groupe précédent s'était arrêté. Et tout simplement, j'ai proposé à Thibaut, j'ai dit bah, viens, on refait un truc. Moi, à la base, j'étais guitariste, j'étais pas chanteur. Et c'était toujours la galère de trouver des chanteurs. Et j'ai dit à Thibaut, bah, viens, je chante, tu vois. Et il me dit bon bah vas-y viens on voit. Et puis 3 jours après j'ai fait une maquette, je lui ai envoyé, il a fait c'est toi qui as fait ça. Et oui, et Separate Ways est né et le projet est né un peu comme ça. À l'insu de son plein gré. C'est ça. De son plein gré. Et avec le recul, qu'est-ce que vous feriez différemment alors dans votre parcours, s'il y avait des choses que Bah en fait on s'est planté sur plein de trucs, ouais. mais c'est trop bien parce que c'est formateur. Et en fait quand tu fais les erreurs comme ça, bah, t'apprends vachement de tes erreurs. Bon, alors on a beaucoup appris de nos erreurs parce qu'on en a fait plein. Mais certainement nous en raconter quelques-unes. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose que ça nous a formé, et ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Peut-être que si on n'avait pas vécu certaines galères, certains concerts foireux ou ce genre de choses, ou des galères de vannes en tournée, on n'aurait pas été comme on est aujourd'hui, je pense. On va faire une première petite pause musicale. Tout de suite, on s'écoute un titre d'Empreinte, Ice Cold Knives. Riff and Jack avec JF. Vous êtes sur Happiness dans Riff and Jack et je reçois le groupe amiénois Empreinte avec Yanis au chant, Thibaut et Nathan aux guitares et Félix à la batterie, Maud aussi du studio Carillon qui accompagne le groupe. Alors le metalcore français explose, Landmarks, Novelist, Betraying the Martyrs, Heads. Vous vous situez comment dans cette diversité métalleuse française? Aujourd'hui les aspirations ne manquent pas quand même. Alors en termes d'inspi, parce que je pense que la question ça vise plus l'inspiration musicale, je pense que c'est ça que tu veux dire. Ouais. Il y a forcément des inspirations de groupes français, mais qui sont quand même nombreuses, qui sont sur la scène hyper nombreuses. Mais en fait, j'essaye de pas me cantonner à juste la scène française. C'est-à-dire, il y a de la scène métal absolument partout. En Australie, les Australiens, il y a un truc différent dans l'eau là-bas. Ouais. Aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. Moi, de base, j'écoutais, avant d'être dans le métal, j'écoutais que des groupes de metalcore japonais, par exemple. Il y a des scènes partout. Et en France, c'est hyper cool parce que ça fait quelques années que ça commence à exploser assez fort. T'as les groupes que tu as cités, par exemple ROTNS, Landmark, Gojira, qui a ouvert la voie à tout le monde, surtout depuis les JO. Oui. Donc c'est hyper cool. Dans les influx, c'est peut-être Betraying the Martyrs à l'époque qui a influencé forcément certaines choses. Je pense Thibaut. Je sais pas ce que... moi, à titre personnel, pas vraiment. Mais oui, alors... c'est vrai qu'on a quand même, je trouve, beaucoup après, il y a quand même des points communs, entre, clairement. Tu trouves ? Bah sur le oui. Enfin, après, encore une fois, je suis pas spécialiste en la matière, mais il y a des points communs entre les sonorités métal plutôt brutales et puis les envolées un peu plus aériennes. Donc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense après qu'on a beaucoup écouté de tout ce qui se passe sur la scène américaine, qui est assez, il y a énormément de bonnes choses quand même. Wage War, Bad Omens, tout ça. Bring Me, c'est anglais. Bring Me, c'est anglais, mais bon, ils sont tellement gros maintenant que oui, on peut les considérer complètement international. Mais c'est je pense qu'on a surtout grandi avec ces groupes-là. Enfin, c'est vraiment eux. On a vraiment, on les a pris un peu comme exemple. Quand il s'agit de commencer à faire de la musique. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup aussi Northlane. J'ai vu que c'était australien. Vous aviez les Australiens de Northlane et les Américains de Badmans qui étaient. Et Wedge War, tu peux mettre Wedge War aussi en ricain qui est absolument incroyable. Et c'est vrai que Northlane, ça a eu un. Moi, ça m'a un peu cassé le cerveau. Je suis pas le même musicos depuis que j'ai découvert ce groupe. Surtout, ils ont quand même eu le prix, j'ai vu ça, du meilleur album heavy metal de l'ARIA Music Awards. 3 fois. Ouais. Northlane 3 fois. Ça ne m'étonne pas, je suis pas surpris. Nous, je me souviens que quand Alien est sorti, avec Yanis, on a écouté l'album ensemble, on est tombé des nues. C'était incroyable. Alien top 3 album de ma vie entière. Et c'est vrai que cet album, je pense que s'il n'y avait pas eu cet album, on aurait peut-être
Bah, il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas écrites comme on les a écrites ou quoi. Ça nous a J'aurais vraiment pas- beaucoup influencé. J'aurais pas assumé toute la production électro aussi fort dans l'EP Ouais. s'il n'y avait pas eu Alien. Parce qu'en vrai, Faut oser le d'autres faire. groupes l'ont fait, il y a plein de groupes, il y a Pendulum qui manie ça, justement, l'électro et le métal et tout. Mais ils l'ont fait d'une façon avec un métal assez moderne, assez brutal. Et rajouter des kicks où tu as l'impression d'être en discothèque, tu vois. Ouais, Le mélange est typiquement, en même temps, c'est peut-être les outils aussi qui permettent ça Bien aujourd'hui. On a quand même pas mal d'évolutions technologiques, un peu dans tous les domaines, y compris dans la musique forcément. Ouais, complètement. Mais oui, moi quand tu parles de ça, Yanis, du coup, j'ai vraiment le morceau Eclipse de Alien voilà. en tête, où on a vraiment cette impression, enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une discothèque, mais qui passe du métal. C'est ça. Et ça passe, en fait, le mix est trop bien fait, et je pense que ouais, ça nous a ouvert la voie à tenter, ou à oser en tout cas tenter des choses qu'on n'aurait pas tenté avant. Par contre, pour en revenir à la question principale, en termes de carrière, il y a énormément de groupes français qui on rêve d'être à leur hauteur. On parlait tout à l'heure de Bettering. Bon, maintenant, les gars ont arrêté. C'est plus 1056 avec Aaron Man qui a repris le flambeau avec son projet. Gojira, forcément. Landmarks. Il y a Ashen qui est en train de tout casser. Il y a Icy Dies. Voilà, forcément, en tant que groupe émergent, tu as envie de faire la même chose que ces gars-là. Il faut juste trouver sa place, son son. Exactement. Ouais. Et il y a une diversité, enfin il y a un nombre de groupes qui est là, et moi je trouve ça génial, mais du coup ça rend le truc plus difficile aussi. Mais bon, c'est le jeu. Sa place. C'est le jeu, voilà. Bon, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'incontournable Gojira qui a remis la France sur la carte du métal international. Il faut reconnaître que le groupe landais a largement contribué à démocratiser le metalcore français, notamment au travers de leur apparition très marquée lors de la cérémonie d'ouverture des JO en 2024. Vous les voyez encore comme une source d'inspiration ou... En termes, alors moi, c'est dommage que les fans de Gojira ne sont pas là, mais en termes de carrière, complètement. Ce qu'ils ont fait, faut te dire que c'est quand même des gars qui ont fait la première partie de Metallica plusieurs fois sur des tournées. Metallica qui est un mastodonte de la musique métal, même si c'est pas le même genre que nous. De la musique tout court. De la musique tout court, oui, d'ailleurs. C'est pas le même genre que vous parce qu'on n'a pas le même âge et que Bien du coup c'est sûr, bien sûr. Mais attention, moi je suis un grand fan de Metallica. Ouais, lui, Thibaut, j'adore. ouais. Sauf du batteur. Pardon. Mais non, niveau carrière. tu as un petit différent avec Lars Ulrich. Non, c'est moi, j'ai un peu de mal, mais bon. Et non, par contre, en termes de carrière, Gojira, c'est incroyable. Et plein de groupes français. Tu vois qu'il y a 1056 aujourd'hui qui fait une tournée aux États-Unis. Tu vois Ashen qui ouvre pour des groupes incroyables. Tu vois Icy Dice qui commence à faire la même chose. ROTNS, on n'en parle pas parce que ils ont fait le Hellfest cette année. Landmarks, ils sont sur la stratosphère. C'est des groupes qui sont hyper inspirants en termes de carrière. C'est vraiment un truc de ouf. Et c'est trop bien qu'en France, on commence à avoir ce genre de groupe. Parce que bon, aux États-Unis, en réalité, t'en as à l'appel. En Australie, tu commences à en avoir à l'appel aussi. Mais en France, on avait un peu de mal, quoi. Il y a 10 ans, c'était Chunk No Captain Chunk et Bettering. Et c'est tout. Ouais. Ou peut-être j'oublie... Peut-être que il y en avait d'autres forcément. T'en avais forcément d'autres, mais ils étaient n'étaient pas aussi gros, tu vois. Ouais, en tout cas, on avait l'impression, en tout cas jusqu'au début des années 2010, que le rock était un peu à l'agonie. Comment on explique justement qu'il y a un retour du métal français, qu'il ait pu réussir à inverser la tendance, revenir massivement sur toutes les scènes comme ça, des festivals? Je pense que c'est un cycle. Ouais, je pense que c'est complètement ça. Et là, je pense aussi que un peu comme les modes qui tournent, il y a des choses qui reviennent, hein, les Padef qui avaient disparu. Exactement. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, oui, c'est carrément ça. Et tu vois, maintenant, il y a des jeunes adultes, adolescents qui sont nés mi-année 2000, voire presque 2010, qui s'habillent comme Kurt Cobain en fait. Et c'est, moi je trouve ça super cool parce que mélanger les générations qui il y a un revival du même un revival du nu metal en ce moment où tu commences à avoir plein de mecs qui ont la dégaine de Korn d'il y a 20 ans, tu vois, et c'est trop cool. Ce qu'il dit pour les modes, je suis complètement d'accord avec lui. Et de toute façon, dans le métal, il y a toujours un cycle qu'on a remarqué. T'as un cycle où le métal va devenir hyper brutal, hyper vénère, et on va partir à la course à celui qui aura le truc le plus immonde dans la violence. Et t'as des moments où tout va se calmer et tu vas avoir l'impression que le métal c'est devenu
The Weeknd ou c'est ce genre de sans choses. doute cette tendance-là qui a tendance justement à démocratiser le métal, parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça touche un public complètement. beaucoup plus large. Et je pense qu'il y a typiquement des artistes comme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, je suis pas un grand fan, mais je le reconnais. Des artistes comme Youngblood, par exemple, qui ont ce truc où c'est des mecs qui ont grandi, je pense, en écoutant du rock, mais aussi d'autres trucs. Et on a l'impression que justement, si on prend un groupe comme Youngblood, c'est un peu l'inverse finalement. Il part un peu de la variété. Et il intègre du métal dedans, hein. Et en fait, je pense que ces artistes-là ont contribué à rendre le rock encore, d'actualité, à le ramener. À le rendre plus hype, on va dire. Et le deuxième point que je voulais parler au niveau des cycles, t'as aussi que aujourd'hui ça se démocratise parce que on a beaucoup plus de recherche, je trouve, sonore et de style et de mélange de styles dans la musique qu'avant. Avant, on était très, le rock c'est le rock, le métal c'est le métal. Bon, alors après t'as le nu metal et le fusion qui est arrivé avec Limp Bizkit qui a un peu démocratisé tout ce truc-là. Le metalcore où t'as commencé à avoir des pointes d'électro. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de commun d'avoir du metalcore avec des bandes électroniques, des pads, des synthés. Et surtout les musiciens et les fans de métal, toute la communauté métal de manière générale, je trouve est beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Ouais, Beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Les gens ont moins peur d'avoir des influences R&B ou même rap dans des morceaux de métal, ça passe quoi. Complètement. On va se faire une nouvelle pause musicale et tout de suite on va écouter un autre titre d'Empreinte et le titre c'est Dream. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez toujours Happiness dans Riff and Jack et les invités ce soir sont Empreinte, le groupe Empreinte avec Yanis, Thibaut et Maud autour de la table, et on embrasse aussi Nathan, l'autre guitariste, et Félix à la batterie qui n'ont pas pu se joindre à nous. Alors, j'ai une première question déjà à vous poser. Les femmes sont de plus en plus présentes dans le metalcore et le métal en général. Je pense par exemple à The Novelist qui viennent de recruter leur chanteuse Camille. Je pense également au monde du nu metal avec Linkin Park qui remplace son chanteur Chester Bennington décédé en 2017 par Emily Armstrong. Et puis on pourrait évoquer également Sun. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la féminisation des formations métal ? Très bon regard de manière générale. Non mais je pense que c'est même plus en fait, selon moi, il y a plus de débat en fait. Voilà. Il y a même plus de questions à avoir. C'est acté, c'est normal. C'est carrément cool en fait. Et c'est trop bien. Et les femmes ont apporté un truc de fou dans le métal. Et je pense à 2-3 groupes, notamment moi j'aime beaucoup Spirit Box. Complètement. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Il y a Achiavel, Nightmare, tout ça. Et puis on peut parler de la scène française. Il y a Imparfait, il y a Anna avec Oriane qui est une pote. Non, ça se démocratise et en vrai c'est devenu normal, ok, et il faut que ça continue, mais il faut vraiment que ça devienne quelque chose de normal. On en parlait il n'y a pas longtemps et en fait on se disait il n'y a même plus de débat à avoir là-dessus, c'est quelque chose qui... Il l'a jamais eu vraiment. Malheureusement si, mais pas... Et surtout, moi, ça m'est arrivé de faire écouter des morceaux de Spirit Box, par exemple, à des gens qui n'étaient pas du tout dans le métal et qui entendent forcément du scream, qui disent, et je leur dis, mais tu sais que c'est une fille, et ils sont en mode, attends, mais c'est une fille qui fait ça. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'on associe ça à la masculinité, à la virilité, le fait de screamer, mais en fait, les femmes sont complètement capables de le faire et parfois bien mieux que certains. Elles ont. J'ai remarqué qu'elles n'avaient pas forcément le même scream que certains mecs et que souvent, alors c'est peut-être moi qui ai cette impression-là en tant que chanteur, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont screamer super grave, beaucoup plus grave que moi je peux le faire par exemple. Je prends Spirit Box en exemple, mais je prends Oriane avec le groupe Anna qui est une pote. Elles sont pas un peu aidées, il n'y a pas un peu d'effet, mais c'est aussi valable de dire les hommes, avec les hommes en fait. Oui, en studio forcément, même en live. Mais... Bien sûr, mais moi je sais que Courtney Laplante, la chanteuse de Spirit Box, elle m'impressionne. Elle peut te lâcher. Impressionnant. Entre les très très graves et les très très aigus, comme la chanteuse de Ginger aussi. Voilà, qui est juste un monstre absolu de voix. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de femmes qui aujourd'hui mettent l'amende à des mecs.
c'est Est-ce que impressionnant. vous pourriez envisager un jour un featuring féminin? Mais il y en a déjà. Complètement. Ah, spoiler, t'as pas bien écouté la disco. On a un feat sur l'ancienne EP avec la chanteuse Oriane dont je parlais sur un titre qui s'appelle Far Away. Et elle chante en clair avec moi et elle scream avec moi. Donc on a nos deux voix qui sont mêlées dans la version studio. Donc on a déjà joué en live. Et c'était trop bien de faire ça, justement, parce que t'apportes une dualité dans les sonorités de voix et je trouve ça hyper cool, moi, personnellement. Ouais, encore un pas de franchi, finalement. Ouais, c'est un pas qui aurait dû être franchi naturellement par la commu métal en général. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça se fait et c'est acté et c'est cool. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de débat, il n'y aurait pas dû en avoir en réalité. Mais ce qui se passe actuellement, c'est super cool. Alors Thibaut, Nathan, la musique est pleine de contrastes entre riffs rageurs, mélodies aériennes. Comment vous les élaborez ces riffs? Il y en a un de plus de vous deux qui est plus enclin à sortir des riffs agressifs et l'autre qui serait plus tempéré et qui serait dans l'inspiration plus mélodique. Là, tu parlais aussi de Nathan, du coup. Je vais parler en son nom, mais je pense que je le connais très très bien pour savoir que on n'a pas le même style de jeu du tout. Je suis un peu plus j'ai beaucoup plus d'attaque, je vais être, on va dire, beaucoup plus dans l'agressivité et dans l'efficacité en termes de composer des trucs en 4/4 qui marchent, où tu peux bouger la tête facilement. Nathan, il est bien plus technique que moi. De manière générale, c'est un bien meilleur guitariste que moi. Et non, te sous-estime pas. Non, mais c'est vrai. C'est carrément vrai. Et oui, mais c'est pour ça. En fait, je trouve moi, je suis guitariste rythmique dans le projet. Il est guitariste soliste, et c'est vrai qu'on est assez, on se cantonne assez bien à nos rôles respectifs là-dessus. Et complémentaire. on est assez complémentaires, même si oui, en effet, Nathan est quand même bien plus polyvalent. De base, de toute façon, dans le projet, on écoute, même si on a des groupes en commun où on va les écouter, on va se prendre une branlée tout pareil tous les quatre. On vient quand même d'univers différents de base musicalement. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'écoutais beaucoup de métal de la scène japonaise. De base, je viens de là. Je suis tombé dans le métal en écoutant des génériques d'animé. Au fur et à mesure, j'ai dérivé, tu vois. Et je suis tombé dans le métal jap. Et après, grâce à Thibaut, dans le métal ricain. Et Thibaut vient plus d'une scène américaine, en fait. Ouais, il vient de là. Nathan va écouter des trucs hyper obscurs sur des forums Reddit de gars en slip dans leur chambre en train de faire du prog. Il peut écouter du beatdown et à la fois écouter du prog. Il vient plus de la vibe périphérie et genre de choses qui à l'ancienne, qui va être très très prog. Et Félix va venir d'un truc plus old school, à la Pantera. Attention à ce que vous dites, il écoutera l'émission. Oui, non, mais il vient de là, quoi. C'est avéré. C'est avéré. Il assume. Et en fait, on essaye de mélanger justement un peu les trucs de tout le monde comme ça, et de... alors c'est très très dur de faire des trucs qui plaisent à absolument tout le monde. Il y a des fois, ça tire plus vers l'un ou plus vers l'autre. C'est-à-dire que l'éventail est tellement large. Exactement. Et c'est d'ailleurs un des travaux les plus compliqués dans la composition, c'est de prendre les 4 personnes et de faire un mix parfait de 100% de la track et aimé par absolument tout le monde. C'est dur, on y arrive, on a toujours réussi jusque-là, mais c'est un exercice qui est très compliqué. Mais c'est ce qui crée votre patte aussi. On parle beaucoup d'influence, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils écoutent. Chacun amène un peu son bagage là-dessus. Il y a une patte empreinte, quoi. Alors forcément, je suis pas la plus objective pour en parler, puisque je travaille avec ces gens-là. Mais effectivement, il y a une patte, il y a quelque chose. Voilà, et on travaille, on écoute aussi ce qui réfléchissent là en ce moment pour la suite, et on retrouve cette multi-influence, ce fait qu'ils aiment énormément de choses, qui sont aussi hyper ouverts sur d'autres choses. C'est hyper intéressant. Maud, c'est ton regard extérieur, justement, ton oreille extérieure qui a pu déterminer, de te dire à un moment donné, ça y est, vous avez trouvé votre truc, vous avez trouvé votre son. Non, il l'avait bien avant notre arrivée. Et je pense que là, on aiguille un petit peu, on ouvre peut-être d'autres portes auxquelles ils n'avaient pas pensé, parce que le fait d'être accompagné en label permet aussi de se concentrer un peu plus sur la musique et d'être beaucoup moins dans tout ce qu'ils faisaient tout seuls. Et bravo à eux pour tout ce qu'ils ont fait tout seuls pendant des années.
Donc le but, c'est que nous, on en fasse aussi de plus en plus pour qu'ils aient le temps de se concentrer intégralement C'est ça. sur la Et c'est trop composition bien. de leur zik, quoi. Et c'est trop bien parce que on Le réfléchit. confort absolu, rêver. Ouais, mais c'est Donc- ça. En fait, on est en mode bon, même s'il y a des trucs parfois. Il y en a faut gérer, encore, oui. Mais actuellement, on peut plus se permettre de réfléchir à ça, ce qui prend un temps fou en réalité. C'est des expériences. Et je pense que Thibaut, il en est témoin. Moi, je suis Jean-Michel, je suis dans mon studio, je prends ma guitare et je mets des pédales d'ampli, des effets, des amplis différents, et j'essaie de trouver des sonorités. Mais je fais ça des heures et des heures des journées entières Il est inarrêtable, vraiment. pour Faut essayer sortir. de trouver un son précis ou qui va me faire tiens, ça c'est cool, et l'envoyer aux autres. Après je vais l'envoyer, il y en a un qui va faire un riff qui va me l'envoyer, et on va essayer de travailler comme ça en ping-pong à s'envoyer des trucs quand on n'est pas tous ensemble, parce que forcément la géographie fait que il y a des fois on peut pas tout le temps être tous les quatre réunis, mais on essaie de beaucoup travailler comme ça, et jusque-là, ça marchait très bien. Je pense que ça marchera aussi très bien pour la suite. Mais c'est énormément de taf de trouver ce genre de sonorité. J'aurais 10 000 questions à vous poser sur la façon dont vous approchez chacun avec votre instrument respectif, la musique et vos compositions. J'ai envie aussi de parler du chant. Yanis, pourquoi choisir l'anglais plutôt que le français avec des groupes comme l'Esprit du Clan, Massisteria ou encore Sidi Larsen? Ils ont pu tracer leur route avec des textes en français. Je vais dire la première partie de la réponse, et je pense que moi et Thibaut on pense exactement la même chose, donc on va faire un tag team. Pour moi, et ce n'est que subjectif, je préfère la langue anglaise pour chanter, parce que je trouve ça plus joli. C'est simplement une question de goût. Même si c'est super compliqué de chanter en anglais quand t'es pas un natif, parce que y a des expressions que t'as pas, etc. Donc c'est énormément de taf, c'est du taf d'accent aussi. Et ça, les Français, on est très pointilleux avec l'accent, trop pointilleux avec l'accent. Mais C'est trop pas. Avec les langues étrangères. c'est vraiment trop. Mais bien connu. ouais, donc c'est quelque chose qu'on s'inflige. Mais je le trouve plus joli au chanter. Et Thibaut tag team, je pense qu'il y a aussi l'exportation. Oui, complètement. En fait, je pense que j'enfonce des portes ouvertes là, mais en fait, c'est plus facile de s'exporter quand on chante en anglais. On parle à plus de gens, voilà. C'est la langue la plus parlée dans le monde. Ces groupes qu'on chante en français, gros respect à eux, parce qu'ils ont réussi à faire un travail façon en de tout cas fou. de prévoir et de viser l'international. Exactement. Ouais. On fait une nouvelle pause musicale, on s'écoute tout de suite le titre Dream du groupe Empreinte. Riff and Jack avec JF. Vous êtes toujours dans Riff and Jack, on vient de s'écouter The Surface du groupe Empreinte, et donc toujours avec nous dans ce studio, Toujours. dans Toujours. Dreams Là. ou Ice Cold Knives, qui sont de vos titres. On sent une vraie alternance entre passages violents et envolées mélodiques. Comment vous travaillez ces contrastes? Je sais pas si tu veux dire. Non, oui, je peux. Mais ça vient assez naturellement, Ouais. en J'aurais dit réalité. la même chose. En fait, quand on compose comme ça, on essaye de pas se donner de limites et de voir où ça va. Et l'équilibre s'est fait assez naturellement entre. Oui, et puis c'est l'essence même du style du metalcore, en fait, de ce qu'on fait. Donc, C'est ça. Et alors, la production a une place très importante dans l'EP en général, mais dans chaque titre. Et c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de travailler pour que ça soit naturel et que ça fasse vraiment complètement partie de la chanson. C'est pas, on essaie de pas rajouter de la prod pour rajouter de la prod. On la rajoute vraiment en tant qu'instrument. En vrai, on est 4, mais il y a un Donc cinquième. c'est du boulot après le boulot alors. C'est du boulot pendant le boulot, parce que en général, quand on produit comme ça, on le fait. C'est-à-dire, on va faire un riff de guitare, ensuite on va écrire une drum. Et ensuite, on va voir si du travail de production, ou parfois c'est l'inverse. Il va y avoir des prods qui vont être enregistrés, parce qu'une idée, tu vois, et derrière, on va rajouter un riff de guitare ou par-dessus. Ça vient naturellement. Vraiment, il n'y a pas on se force pas. C'est devenu quelque chose de totalement naturel, mais aussi quelque chose de très important. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie de la signature de Empreinte. C'est
surproduction entre guillemets, surproduction parce qu'on en a plus que dans d'autres groupes, mais c'est vraiment quelque chose auquel on tient particulièrement. Quand on écoute votre EP, on perçoit à la fois un bon fond metalcore, mais aussi ce qui paraît être une recherche d'ouverture, peut-être plus accessible. Ouais. Est-ce que c'est volontaire de ne pas rester figé dans votre style ? Complètement. Ah, absolument. On veut... en fait, c'est... et il y a plein de groupes qui le font actuellement, et c'est trop bien. Et il y a des groupes comme Bring Me The Horizon, par exemple, ou pour ne citer que, qui justement mainstreamise un peu ils l'ont toujours fait, mais qui ont vraiment rendu mainstream le courant métal, et je peux prendre Alice King, Alexandria en exemple, qui sont passés du metalcore au rock, au daddy rock américain, tu vois. Le seul anglais qui a un accent ricain quand il parle à Danny Wassner. Et ça permet de mainstreamiser un peu toute cette vague de musique. Et ce qui est trop bien, c'est que ça ouvre à de nouveaux auditeurs. Bring Me, c'est des gars qui viennent du deathcore. Aujourd'hui, ils font de l'hyper-pop metal. Tu vois, Oliver Sykes est passé du guttural vocal à Jean-Michel Autotune. Et ça passe, et c'est trop bien. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont toujours assumé le truc à 100%. Complètement. En disant, on s'en fout en fait de ce que vraiment les gens disent et on va faire ce qu'on veut, quoi. Faut quand même se mettre en tête que c'est des gars qui sont venus du deathcore, mais du deathcore violent, vraiment violent à l'époque, Brutal de chez Brutal, et qui aujourd'hui, le dernier album qu'ils ont sorti, c'est un album lo-fi, full lo-fi. Moi je trouve ça insane, je trouve ça trop bien en fait, parce que ça les gars sont pas campés dans un truc, ils s'ouvrent à tout et ils prennent absolument tout ce qu'il y a à apprendre. Ça paye mieux aussi quand même, hein. Ça oui, mais je trouve pas que ça dessert le propos, loin de là. Bien sûr que si tu fais du black metal un peu obscur, tu vas pas faire une main stage du Download Festival, mais il y a des gens qui le font et parce qu'ils kiffent le style, et il y a des codes aussi dans ce style-là qui veulent que ça soit un petit peu obscur et un peu élitiste et un peu sombre, tu vois. Mais pour moi, rendre mainstream cette musique-là aujourd'hui, c'est trop cool, parce que plus de gens l'écoutent, plus de monde l'apprécie, et t'as plus de monde en festival, en concert. Ça reste moins fermé. Complètement. On n'enferme pas le métal dans les petites caves obscures. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, le métal en France, par exemple, on ça en se a un joue petit sur les peu, grosses tu vois. Ça commence, et que t'as de plus en plus de personnes qui écoutent ça, et qui fait que le métal rock, entre guillemets, n'est pas mort sur notre beau pays, quoi. Même en train de revivre, on a l'impression. Carrément. Alors, on a parlé beaucoup de votre musique, mais vous faites aussi beaucoup d'images. Vos clips qu'on retrouve très facilement sur les réseaux et valorisés par vos pages sont hyper travaillés. Quelle importance accordez-vous à l'image dans votre musique? Manifestement beaucoup. Ça donne l'impression que lorsque vous composez un morceau, vous pensez déjà aux images qui vous inspirent. Alors, oui. Je pense que c'est primordial. C'est vrai que nous, quand on a écrit l'EP là qu'on est en train de sortir, Vertigo, on s'est mis très vite d'accord sur le fait qu'on voulait tout clipper. On regrette sur des points d'organisation. Ça nous a donné, mais pourquoi ça là, on regrette? Les choses ont pris énormément de retard. Les chansons sont pas. Il y avait un calendrier de sortie. Par exemple, Satellite devait sortir en première. Scoop. Elle sort avant-dernière. Donc ouais. Et ça nous a donné pas mal de fil à retordre au niveau du calendrier qui en fait a été complètement chamboulé. Mais bon, c'est pas grave. Et oui, pour revenir sur le visuel, bien entendu, c'est hyper important. Et je pense à des morceaux comme justement Madness, qu'on a commencé à teaser. Donc on sort en fin de semaine, messieurs dames. Le 10 octobre, on sort Madness, qui aura un super clip. C'est très honnêtement le clip le plus élaboré qu'on ait fait. Et pour l'anecdote, Yanis avait déjà en tête l'identité visuelle du clip avant même d'écrire le morceau, ou alors en écrivant le morceau. C'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça. Quand j'ai écrit le riff principal, j'avais le truc en tête. Absolument. Et vous le verrez quand il sortira, mais ce clip, c'est ma plus grosse fierté parce que il est exactement ce que j'avais en tête. Mais sur absolument tout. Quand j'ai fait le morceau, j'ai pris mon iPad, j'ai dessiné le storyboard, tu vois, grossièrement, un peu à l'arrache. Et tu regardes le clip, tu regardes le storyboard que j'ai fait, maintenant il y a plus de 2 ans, tu vois, presque. C'est pareil. Et je suis trop content. Ouais. Je suis vraiment trop content. Par contre,
clipper 6 morceaux avant l'arrivée de Carillon, parce que c'était avant que Carillon C'est- arrive et nous encadre au niveau de Terriblement dur. de certaines choses. On était sur 8000 trucs en même temps, on était sur la technique pour les lives, on était sur la composition, on était sur les papiers, on était sur absolument tout. Et il a fallu qu'on jongle entre ça et la création des clips. Heureusement, aujourd'hui, on a... merci Antoine, je t'aime de tout mon cœur, et merci à Nathan, le guitariste du groupe, qui sont les deux gars qui ont fait 99% des visuels du groupe, qui nous ont aidés, parce que sinon ça aurait été absolument impossible. Et Merci à Kevin aussi qui a fait. il y a Kevin qui a fait High School Knife aussi, pardon. Et mais merci à eux, parce que sinon on n'aurait jamais réussi. Mais c'est une orga. Enfin, c'est une orga, c'est de l'argent, faut pas se mentir. Ouais, mais surtout qu'en fait, non, à la base, on n'est pas du tout vidéaste, quoi. Bah, Nathan maintenant, si. Nathan l'est un peu. Antoine est- Nathan, c'est son métier. Antoine, c'est son métier, mais pareil, quoi. Je veux dire, on a fait aussi avec les En moyens tout cas, du bord. techniquement, vous êtes quand même bien entouré. Ouais, complètement. on de essaye, ouf. ouais. Et on a de la chance parce qu'il y a plein de groupes qui peuvent pas faire exactement Mode. comme nous à ce Il niveau-là. y avait une team technique assez opérationnelle et de ce qu'ils savent faire aussi chacun a sa spécificité. Et on a fait rentrer en plus dans la team des gens avec nous sur la partie son et autres. Donc non, ils sont bien entourés, mais Clairement. il y avait un matériau de base aussi. Ils ont chacun une particularité. On l'a dit, Nathan par exemple est le membre d'Empreinte qui s'occupe de la partie visuelle, quoi, imagerie et vidéo. Donc c'est un gros plus d'avoir ça, clairement. Ouais, c'est clair. On Clairement. arrive un peu à avoir tous nos super Chacun a pouvoirs. votre super pouvoir, exactement. Et c'est pour l'aspect visuel, ouais. Heureusement qu'ils sont là et que ils nous permettent d'avoir une aussi bonne qualité sur des clips ou sur juste des vidéos report sur Instagram ou ce genre de choses, quoi. Des choses qui donnent envie, en fait, tout simplement de regarder. Quand on fait un clip, on le pense un peu comme un film. On essaye de le penser un peu comme un film et dans quelque chose qui va transporter un peu dans l'univers du morceau et dans ce qu'on veut faire ressentir pour le morceau. Je pense par exemple à The Surface, qui est un morceau assez triste, assez mélancolique. Et le clip, on essaye de retransmettre ça, ou Satellite, qui est assez indus, et le clip essaye de transmettre ça. Un petit mot de la fin pour parler un petit peu de ce qui arrive là tout prochainement. Ouais, mais forcément oui, il y a Satellite qui est sorti du coup le mois dernier, le 5 septembre. Ce mois-ci, le 10 octobre, il y aura Madness. Voilà, c'est vraiment donc Satellite et Madness, c'est les morceaux sur lesquels on a le plus bossé en termes de visu et D'image, même musicalement. Hein. Et voilà, donc on est vraiment super fiers. Le morceau Madness sera en featuring avec Clément Richard du groupe Ashen. On est super content de ça. Donc vraiment, allez le voir, quoi. Allez le voir, c'est tourné dans les rues d'Amiens en plus, donc Et vous en plus, c'est reconnaîtrez des amiénois, ouais, lieux. c'est clair. Riff and Jack avec JF. Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci à Thibaut, Yanis et Maud du groupe Empreinte qui est avec nous ce soir dans Riff and Jack. Allez les découvrir en live et en streaming sur les plateformes audio et vidéo. Le groupe sera en concert notamment le 12 décembre à Cité Carter à Amiens. Allez les découvrir. On s'écoute tout de suite Satellite avant de retrouver DJ Joss derrière ses platines pour son radio show.